Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Alors le concept est simple, je reçois des personnalités inspirantes et puis on va revenir sur des moments clés de leur vie. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de recevoir le DJ Klingand. Alors bonne écoute. Bonjour Cédric, merci d'être là. Alors, je vais faire une courte présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou en tout cas qui pensent ne pas te connaître. Parce que je pense que tout le monde a déjà entendu au moins un de tes morceaux, mais on n'a pas forcément un visage en tête. Donc, tu me coupes si je me trompe, tu viens du nord de la France, Ouais. tu as 33 ans, Ouais. tu es DJ et producteur de musique. C'est ça. Ouais, en 2013, tu sors ton premier single Jubel, qui a comptabilisé des centaines de millions d'écoutes et qui a été numéro 1 dans 7 pays du monde. J'ai tout bon. Ouais, je pense, hein, j'ai pas vérifié sur les chiffres de Jubel. Ouais, c'est un peu on doit être- pompeux, on doit- mais en tout cas, non, mais on doit être dans ça. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Du coup, je me demandais comment ça t'est venu, cette passion pour la musique. Quand j'étais jeune, j'ai fait du piano, mais je peux pas dire que c'est ça qui m'a amené à vouloir faire de la musique, parce que j'ai surtout été un gamin passionné. Genre, quand très jeune, après pour avoir fait du piano, j'ai commencé à faire de la magie. Voilà, j'étais toujours dans des petites passions comme ça. Et à un moment, j'ai commencé à découvrir le DJing. Et ça, j'ai kiffé, mais j'ai vite, franchement, assez rapidement, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose pour exprimer de la créativité. Et c'est là que j'ai voulu produire. Donc en fait, je me suis mis à produire très jeune. Je vais peut-être avoir 14 ans, donc c'était vraiment une autre époque. C'est pas... Genre quand j'ai commencé, c'était un peu, pour les gens, c'était un peu bizarre de faire de la musique. C'était pas du tout courant. Et, c'était déjà assez accessible pour en faire, mais pas autant que maintenant, quoi. Ouais. Et après, après, je me suis pris de passion pour la prod. Et ce qui m'a amené après à refaire des dates à un plus haut niveau. Là, tu joues de quels instruments, toi ? Je joue du piano, mais je vais dire que je pianote en vrai. Je me suis jamais vraiment... J'ai toutes les applications sur mon téléphone pour m'y remettre, mais Ouais. j'ai pas la motivation. Et c'est parce que surtout que quand je produis, j'ai pas forcément besoin d'être une brute au piano. Et je pense que j'ai peur en fait aussi qu'inconsciemment, ça m'amène des automatismes que j'ai pas envie d'avoir. Donc je préfère me laisser cette liberté de pas tout connaître et pouvoir faire des erreurs. Ok. J'avais vu que tu avais fait un peu de musique classique pendant quelques années. C'était le piano avec solfège et tout ça, quoi. Ouais, j'avais des profs assez âgés, du coup obligatoirement c'était très classique, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que ça m'a peut-être pas donné la fibre de vouloir vraiment poursuivre, en tout cas pas avec cette méthodologie là. J'aimerais bien apprendre d'autres manières, mais voilà, j'ai pas vraiment creusé pour savoir comment je pouvais faire. Ouais. Les instruments, tu les as sur scène aussi, j'ai vu. Ouais. Alors maintenant, je crois que ça a un petit peu changé, t'as moins de monde sur scène, mais t'as quand même un saxophoniste, c'est ça ? Le saxo, ouais, il est là depuis le début. C'est un mec que j'avais vu à Lille un soir jouer. Et moi, j'avais toujours voulu faire de la musique avec du saxo, mais pour l'instant, j'avais encore rien fait. Ouais. Mais ce mec-là, je m'en suis toujours rappelé. Et quand j'ai fait Joubel, après, j'ai été le voir. Je lui ai dit, mec, moi, je me rappelle de toi. J'ai fait ça. Est-ce que tu as envie de faire une date avec moi ? On a fait une date à Lille, au Magazine Club. Il a kiffé. Maintenant, ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'on tourne ensemble. Et après, ouais, entre deux, il y a eu j'ai aussi un violoniste que j'ai eu pas mal de fois sur scène. Il y a des fois, on a fait le full band avec drum, chanteur, harmonica, la totale. Ouais. Ça, c'est le rêve, mais c'est juste que c'est une économie de tour qui est pas vraiment viable pour un DJ. Ça, c'est bien quand tu remplis vraiment des grandes salles de concert, mais faire des scènes de festival, c'est pas l'idéal dans les festivals électro, en plus que c'est des festivals en plus qui sont pas adaptés à ce genre de musique. Eux, ils ont pas l'habitude de recevoir du live, du coup c'est une organisation qui est un peu différente, mais peut-être qu'à terme, genre, j'adorerais pouvoir refaire ça. Et le plus beau, c'est de faire un truc orchestral un peu comme fait Warax avec son live, c'est super cool. Et j'aimerais peut-être un jour pouvoir faire ça, mais pour l'instant je fais le saxo et peut-être revenir avec le violon à un moment, à un autre, je sais pas. J'ai pas de plan vraiment, je suis vraiment au feeling. Pour l'instant, je sais que ça marche comme ça avec le saxo. Et qui sait, peut-être que. Moi, j'ai toujours dit que ma marque de fabrique, c'est toujours d'avoir un musicien, mais peut-être que dans un an, j'en aurai plus. Dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, ou parfois où ça va s'étendre. J'en sais vraiment rien. Tout va dépendre si ça fait sens dans le show, dans ce que je joue, d'avoir du live en fait. Ouais.
trouve ça sympa, ça enlève, je trouve, Ouais. la distance avec le DJ. Il y a quand même, c'est un vrai concert, quoi. C'est clair, et ça permet de connecter bien mieux avec le public. Moi, mon saxo, enfin, il est hyper efficace. Même si moi j'ai un moment de moins bien un soir, lui, il me connaît, il va prendre le micro, et on va pallier à ça. Donc, moi, je me sens bien de plus en plus en sécurité à jouer avec quelqu'un, c'est clair, et ça amène du show, donc t'es moins stressé. Parce que je suis vachement stressé, moi, pour monter sur scène, donc ça m'aide beaucoup. Donc, non, ça, pour l'instant, c'est l'idéal. Alors, tu as choisi Klingon comme nom de scène. Ouais. C'est un nom suédois. Pourquoi ce choix-là? Je crois que c'est un peu du hasard en vrai, c'est que je voulais moi, je me rappelle, j'étais fan de Clan Carousel, c'était au moment où Clan Carousel ils avaient fait le morceau Seven Tones, et j'adorais le nom en fait, Clan Carousel, je trouvais ça trop cool. Et après j'étais aussi vachement fan de tous les artistes nordiques, genre Avicii, Swedish House Mafia, de ces mecs là. Et du coup j'ai cherché un mot en suédois en rapport avec la musique, et j'ai trouvé un Klingande. Et moi maintenant je dis Klingon, mais à la base c'est un Klingande, c'est un tintement finalement. Il n'y a pas de traduction par en anglais, mais c'est un tintement en français. Quand tu prends un verre, le son que tu fais, le petit tintement, c'est un Klingande. Ouais, parce que t'as aussi des morceaux qui sont. Et au début au début j'ai fait que des morceaux avec qui sonnaient suédois, sauf le premier Punga. Je pensais que ça voulait dire quelque chose, et en fait ça voulait rien dire du tout. Je sais pas pourquoi la traduction a dit n'importe quoi. Et mais ouais, Joubel et Riva, ça avait des connotations suédoises. Mais après, voilà, j'ai arrêté de faire ça parce que ça donnait des noms trop compliqués, et je voulais pas non plus que les gens commencent à me catégoriser comme un artiste suédois, ce que je n'étais pas. Et les gens commençaient à venir me voir à des shows en parlant suédois. Je dis non, je parle français. Mais au début aussi, c'était aussi une histoire pour moi de prendre un nom comme Klingande et un nom pas français pour créer du mystère. En fait, moi, quand j'ai commencé, par exemple, mes morceaux, je les faisais écouter à mes potes. Et je leur disais pas que c'était moi, et je leur disais t'en penses quoi. Et donc en fait c'est que plus tard que tout le monde a su que c'était moi qui avais fait ça. Donc ça permet de créer ce petit mystère. Ouais, je regardais des interviews de DJ. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est quand même des personnes limite introverties, en tout cas pas extraverties comme on pourrait le penser. Elles soulèvent des foules, tout ça, mais pas forcément. C'est Vous vrai. voyez, il y avait une interview de Thomas Bangalter, donc des Daft Punk, là, qui est sortie il y a quelques semaines. Sur France Inter, ouais. Ouais, c'est ça. Et il disait, lui, à Bercy, il voyait rien avec son casque, mais ça l'aidait aussi à se protéger. Et je pense que souvent, les DJ, que tu vois sur scène, c'est des producteurs à la base. Parfois c'est qu'inverse, mais je pense que c'est beaucoup de mecs qui font de la prod et qui sont amenés, après, vu le succès de leur prod, à faire de la scène. Ce qui fait que aussi être producteur de musique, c'est un peu un métier où tu es souvent chez toi, dans ton ordinateur, tu es un peu introverti. Moi, je me considère plus comme une personne introvertie. Après, il y a plein de DJ qui sont pas introvertis. Mais en fait, il faut avoir la juste balance, quoi. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être DJ, je pense. Il y a plein de mecs qui sont producteurs et qui sont juste des producteurs pour d'autres, parce que eux, ils n'ont pas ce désir d'être sur scène, et ils ont cet introvertisme, tout ça, et je pense qu'ils n'arriveraient pas à le supporter. Donc c'est pas facile d'avoir un mec qui est DJ star et qui en même temps cartonne sur scène et cartonne en studio, et qui est fort sur tout, et qui est fort en interview, qui est fort dans tous les côtés de la vie. C'est assez rare. Ouais, c'est sûr. Et du coup, quand t'es devant une foule, c'est quoi ton ressenti? Parce qu'on se rend pas compte. Est-ce que tu t'habitues aussi? Est-ce que maintenant, t'es un peu plus habitué, ou il y a quand même, ça te fait quand même quelque chose? Non, moi j'ai toujours du stress. Ouais. Après, on va dire que c'est un bon stress, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'en montée, j'ai beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress, même avant de jouer, je suis toujours là à bosser mes sets, même si parfois je change pas grand chose, mais juste me dire, voilà, je suis en train de bosser, pour avoir le meilleur show possible, ça me réconforte. Donc, ouais, non, j'ai le stress, mais une fois que je suis sur scène, après, c'est vrai que tout disparaît. Si je commence et je vois que tout se passe bien, genre que le public est réactif, que les platines elles marchent bien, là, il n'y a pas de souci. Après, c'est un autoroute. À seulement 23 ans, t'as ton premier single que tu sors, il cartonne. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Déjà, je m'y attendais pas, moi, mais le morceau, je l'avais mis Joubel. Il y a eu Punga qui a bien marché, ouais. Après, c'est Joubel qui a explosé. Joubel, je l'ai dû faire 2 mois après. Et je savais pas quoi m'attendre avec Joubel. En vrai, entre Punga et Joubel, j'ai un mec qui m'avait approché et qui était devenu mon manager. Et qui après, il est resté mon manager pendant pas mal d'années. Et je lui ai fait écouter le morceau, je lui ai dit, ça c'est le prochain. Et il m'a fait, ouais, je sais pas, on va voir, je suis pas sûr. On va le mettre en free download sur SoundCloud et on va voir ce qui se passe. Et ça a marché, ça a pris.
Et du coup, à partir de là, tous les maisons de disques sont venues et m'ont proposé un deal. Donc en fait, j'ai eu même le luxe de choisir, ça sera Sony, Universal, ou voilà, c'était fou quand même d'avoir ce choix. De toute façon, c'est ça, j'ai l'impression quand tu écoutes les artistes, les succès, tu t'y attends jamais en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, et souvent les morceaux qui cartonnent, c'est les morceaux qui sont les plus authentiques. Donc souvent c'est quelque chose qui est inattendu parce que je pense qu'on fait vraiment de l'authentique quand justement on calcule pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à l'expliquer le succès de Jubel, ouais, ouais, parce que le morceau finalement il se démode pas et je pense que c'est ça qui fait. Et comme je te dis, je pense que c'est vraiment quand le morceau on sent qu'il est authentique, il n'y a pas de. Il n'y a pas de prétention. C'était, je me rappelle, la chanteuse, c'est la sœur d'un pote. Les trucs de saxo, j'ai des trucs sur internet. Le mix, c'est moi qui l'ai fait. J'étais dans ma chambre de chez mes parents. Il n'y avait aucun traitement. Voilà. Et comme je dis, c'était vraiment brut, quoi. Mais ça, les gens le voient pas. Et finalement, ce qui fait. Je pense qu'il y a des producteurs, moi, ça me dit remonter aux oreilles, des mecs qui ont dit ouais mais attends, je crois pas, le morceau il sonne pas bien et tout ça. Parce que les mecs, eux c'est des brutes en mixage et tout ça. Ouais. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qui est important, c'est l'émotion que ton morceau retranscrit. L'auditeur lambda, il comprend pas. Oh les cues là, il faudrait faire ça, ou la voix devrait être plus compressée. Moi maintenant c'est des trucs que je maîtrise maintenant, mais que je maîtrisais pas à l'époque. Et même maintenant maîtriser, ça me fait pas faire justement de la meilleure musique. J'ai de la musique plus propre, mais c'est pas forcément là que tu retranscris le plus d'émotions finalement. Ouais. Et est-ce que donc tu sors ton premier single, ça marche bien, le deuxième il cartonne, est-ce que tu te dis bon en fait c'est pas si compliqué, ou est-ce qu'au contraire tu te dis bon il faut faire mieux à chaque fois? Au début, ouais, obligatoirement quand tu fais mes 3 premiers morceaux, c'est 3 succès, donc là tu commences à te dire ouais, c'est tranquille. La recette, je l'ai, mais non, en fait, le truc c'est que la musique c'est une vague, et ça tu comprends avec la maturité un peu plus tard, tu comprends bien de toute façon que tout est par vague, et toi le but c'est de la surfer le plus longtemps possible ta vague, finalement. Et peut-être que tu vas revenir, à un moment tu seras dans le creux et à un moment tu vas remonter. Mais c'est pas facile, hein, le plus dur je pense c'est vraiment de rester sur le long terme. Et voilà, et juste justement, moi j'essaie à chaque morceau, en tout cas, de jamais me répéter, justement, pour pas non plus suivre, m'inspirer des tendances, mais pas vouloir faire le son qui marche du moment, mais toujours suivre un peu mon petit bonhomme de chemin, faire ma musique que j'aime bien, et sans trop me poser de questions, parce que dès que j'ai commencé à trop me poser de questions, c'est là où finalement je faisais des morceaux qui me ressemblaient peut-être un peu moins. Donc et peut-être aussi moins écouter forcément les gens qui disent parfois ah tu devrais faire ça. Parce que finalement, même la vie des gens, quand on leur fait écouter des morceaux, les gens ils te disent souvent ouais j'aime pas, mais finalement si jamais ils l'entendent à la radio 4 fois, ils vont aimer. Donc c'est même faire écouter un morceau avant que tu le sortes, c'est pas forcément, c'est compliqué de faire confiance, enfin, en tout cas de baser son jugement sur ce que pensent les autres. Ouais, comme un album qui sort, tu l'écoutes la première fois, bon, ouais. C'est pas terrible, et au final, à force. C'est ça. Tu t'es fait aider toi au début pour te faire connaître ou Non, au début, vraiment, tout est fait de façon virale. En fait, c'était l'époque de SoundCloud, donc SoundCloud c'était gros, quoi. Et c'était les débuts d'Instagram, c'est surtout Facebook même, en fait. Donc, vraiment, tout s'est fait de façon assez simple. J'ai jamais fait de campagne de com ou quoi. J'ai jamais fait tout ça. Ouais. Non, j'ai la chance de pas avoir eu trop besoin de ça. Peut-être que j'aurais dû faire, mais je l'ai pas fait. Et je suis très bien où je suis, donc non. À la base, Klingon c'était un duo. Ouais. Bon, rapidement, t'as continué seul. Ouais. Est-ce que c'était parce que c'est parti trop vite, ou est-ce que c'est d'autres raisons? Ouais, je pense que c'était peut-être des envies ou des ambitions qui n'étaient pas les mêmes en fait. C'est que nous, on rappelle au tout début, on était 2 et en fait, ça devait être que moi qui devais aller sur la route. Et parce que lui il faisait que du piano en fait, et c'était surtout un très bon pote à moi, donc c'était plus ça le truc. Et en fait à un moment je voulais pas aller tout seul en date, et j'ai fait vas-y viens avec moi, on va rigoler, et finalement on a commencé à faire ça pendant quelques mois, sauf qu'après voilà, lui ses envies n'étaient pas les mêmes que les miennes, et vraiment on s'est dit voilà qu'on allait prendre des chemins séparés, mais ça s'est fait finalement assez vite et de façon assez simple. Donc non, après c'est vrai que c'est sympa de jouer en duo, c'est un truc qui est super cool, mais bon après, ça m'a permis, je pense, au début, moi, de travailler avec quelqu'un, ça m'a surtout donné confiance dans mes décisions,
quand je faisais de la musique, de quelqu'un qui me dise ça c'est bien, ouais, on continue, non, ça me motivait. Donc ça m'a vraiment aidé. Et après voilà, maintenant, une fois que j'avais pris confiance en moi, de toute façon, je savais maintenant, j'avais plus besoin vraiment de gens pour m'aider dans le process. Ouais, t'as ton manager, ton saxophoniste aussi qui te suivent, donc... Ouais, non, j'étais déjà bien entouré. En fait, ouais, il aurait juste fallu peut-être qu'au tout début, je sais même pas comment on aurait faire fonctionner ça mieux, parce que quand t'as pas les mêmes envies, c'est compliqué. Ouais, un duo c'est toujours compliqué, même en groupe ça doit être... Ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. Je pense qu'au début, il faut juste très bien établir les choses. Mais après, de toute façon, si après la personne veut faire autre chose, ça tu peux pas. C'est comme ça. Ouais, clairement. Alors à cette période là, au début, quand ça commence à bien marcher sur SoundCloud, tout ça, tu fais quoi toi? T'es pleinement dans la musique ou tu travailles à côté? Non, moi, je faisais mes études. J'ai fait un BTS. Je crois que j'ai fait un BTS. Après, j'ai fait une année à Londres. Puis mes parents m'ont payé juste en me disant voilà, si jamais ça marche pas, tu rentres et tu reprends tes études. Et on n'entend plus parler de la musique, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Sauf que voilà, je suis rentré, j'ai repris mes études. J'étais du coup en licence de web marketing, je sais pas quoi. Et c'est pendant cette licence que j'ai fait Joubel. Et du coup, à un moment, moi, j'étais en plein stage. J'aimais pas mon stage en plus. Et au plein stage, j'ai fait vas-y, j'arrête. Ouais, ça me correspond pas. Je commençais à avoir des dates en fait, et ça devenait compliqué de gérer les deux. Et vraiment, de toute façon, moi, mon rêve c'est la musique, donc il faut que je mette là à fond. C'est maintenant, c'est pas dans un an, c'est là que ça prend. Le stage, moi, je me suis jamais projeté que ça allait être mon métier de travailler dans le web marketing. Ça, jamais, c'était même pas possible. Je faisais juste ça pour gagner du temps et pouvoir continuer à faire de la musique sans qu'on m'en mette. Là, du coup, tu parles de tes parents. Comment tu leur annonces que tu vas être DJ? Alors évidemment, forcément ça aide quand tu vois que ça marche, Ouais. mais au tout début, quand tu commences à aimer ça... Au tout début, en vrai, ils me voyaient déjà faire beaucoup de musique dans ma chambre. Ouais. Je mettais toujours le son à fond et tout. Non, ils vivaient bien le truc, mais après, ils voyaient bien que ça empiétait trop sur mes études. C'est qu'en fait, j'étais plus forcément studieux sur les dernières années. J'étais pas très bon élève. Et même quand j'ai fait par exemple mon BTS, mais après je l'avais fait en alternance justement pour pouvoir me payer mon matériel et pouvoir avoir des platines et un studio assez correct, quoi. Donc tout ce que j'ai fait a toujours été porté pour arriver à terme à faire de la musique et à faire ma carrière. Après, il en reste quand même à dire, là, même si il y a toujours le travail, il y a quand même une part de chance. Il y a fait que je sais pas s'il n'y avait pas eu ce morceau-là, comment ça serait passé. S'il n'y avait pas eu Joubel, je sais pas. Ça c'est. Et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'il y ait eu Joubel au bon moment, bon morceau finalement, parce que c'était cette tendance. Donc, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est assez complexe, parce que même cette histoire est folle. J'imagine qu'il n'y avait pas eu la sœur de ce pote qui avait chanté dessus, s'il n'y avait pas. Et si, voilà, on se dit, mais. Ouais, un concours de circonstances. Ouais, tout était réuni, quoi. Ouais. On connaît peu les DJ. Enfin, on connaît, mais pas tant que ça finalement. C'est quoi concrètement être DJ? C'est quoi ça consiste en quoi c'est quoi ta journée type? J'imagine que t'as pas une journée type, mais Ouais. parce que t'as les concerts, t'as aussi la composition du morceau, et puis t'es dans la production aussi, donc comment tu... T'arrêtes jamais, ouais. c'est une vie, ouais, tu peux pas t'arrêter, en fait, parce que il y a tellement de gens de toute façon qui sont là et qui poussent à la porte, donc en fait, toi aussi, tu dois délivrer de la musique, c'est comme ça. Donc en fait, même quand tu fais des tournées et quand tu rentres, bah, il faut commencer à repenser à des prochains morceaux pour repartir en tournée sur ces prochains morceaux. Donc en fait, toujours en train de... Parce que t'as la phase aussi où tu produis, mais t'as la phase où t'écris aussi les morceaux. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, donc je vais en studio avec des writers et on écrit. Parce qu'il y a deux process parfois. Soit tu reçois parfois des vocaux que tu produis, ce qui se passe pour la majorité des DJ. Mais pas tout le monde va en studio pour vraiment les écrire, ces trucs-là. Et ça peut aussi être une perte de temps, parce que aller faire une session, tu sais pas si tu vas écrire un truc bien ou pas. Il y a des jours... il y a rien qui sort, et voilà, t'as perdu comme une journée, sauf que t'as très peu de journées, parce qu'après il faut repartir en tournée. Donc ouais, c'est une vie quand même qui est non-stop. Mais après moi c'est ce qui me drive et c'est ce qui me plaît, hein. Donc, et après maintenant je suis aussi quand même plus entouré, maintenant j'ai un nouveau management aussi, qui ont des super studios à Francfort. Le management s'appelle SDM, c'est où il y a Robin Schulz, UGL, tout ça. Donc c'est un management super cool. Et du coup, ils m'aident vachement. Si jamais je suis bloqué sur des morceaux, je sais que je vais avoir de l'aide des mecs. Donc moi, le process maintenant est quand même plus simple qu'à l'époque. J'ai quand même
de pression sur mes épaules, j'ai plus aussi de regard externe sur ce que je fais pour me donner des avis et me dire si je suis dans la bonne direction. T'as la préparation des concerts aussi. Je me demandais comment tu choisis tes morceaux déjà, parce que t'as pas forcément que des morceaux à toi. Et puis comment tu programmes ton set. Est-ce que t'as toujours plus ou moins, tu sais sur quoi tu vas commencer, sur quoi tu vas terminer ou Ouais, je sais sur quoi je commence. Parce que je sais après, ouais, sur quoi je commence ou terminer, bon, ça peut dépendre. En vrai, si je me chauffe et que j'ai envie de faire encore plus de choses, ça je sais pas, mais commencer, ouais, parce qu'en plus j'ai le saxo, donc il faut quand même que le set il soit structuré quand même au minimum. Il faut que lui sache, ok, là il faut que j'intervienne ou là j'intervienne pas. Et après, je peux encore faire de l'impro. Maintenant, il me connaît assez bien, on se regarde et on comprend assez vite ce qui se passe. Mais j'ai quand même, ouais, avant de monter sur scène, j'ai quand même une trame où je sais après ce que je vais faire. Parce que je trouve qu'un show, quand tu fais du live, il faut que ce soit structuré. Sinon, ça fait vite faire mariage. Hein, tu vois, genre, ça va dans tous les sens. Ça, c'est pas trop ce que j'aime. Moi, j'aime bien quand même quand le set a un sens et qu'il y a une direction. Et que tu passes d'un univers à un autre, mais que tout est un lien. Donc ouais, ça c'est un gros travail en amont. Surtout aussi, c'est dur aussi de garder aussi son son à soi et jouer aussi les trucs actuels. Surtout que moi j'ai un son assez spécifique, donc de trouver la bonne recette, le bon mélange pour satisfaire tout le monde. Moi c'est comme ce qui m'intéresse aussi, que les gens ils sortent et ils ont passé un moment. Je mixe pas pour moi. J'adore le faire, mais je mixe pas pour moi. Je mixe vraiment pour moi. Ce qui me fait le plus plaisir à la fin, c'est si j'ai vu les gens danser et kiffer et sourire. Moi c'est ça le plus important. Donc ouais, non, et après, comme je te dis, hein, chaque soir, après je fais toujours un débrief et remise en question sur le lendemain pour comment on peut faire mieux par rapport à la soirée dernière. Ouais. On parlait du rythme de ton métier. J'ai envie de parler d'un sujet qui est peut-être un peu moins léger, mais c'est voilà, dans le monde de la nuit, il y a des métiers, il y a des dérives. On l'a vu notamment avec le décès d'Avicii, qui a mis en lumière l'alcool, la drogue, la pression, notamment des maisons de disques aussi. Est-ce que avant ça, tu le ressentais toi tout ça ? Il est clair que c'est une vie qui est intense. Hein. Le rythme il est vraiment compliqué. Moi je me rappelle il y a une année, je sais même plus, mais vraiment vrai, c'était un mois d'août, je pense que j'ai dû faire 30 shows dans le mois, genre 28, enfin, c'était un délire, et c'était jamais au même endroit. Hein. Donc c'était un rythme que je trouvais vraiment difficile, et vraiment j'avais fait un documentaire mais qui est jamais sorti finalement, un peu qui retraçait un peu ma vie. On l'a jamais sorti, peut-être qu'un jour je le sortirai. Et à un moment j'expliquais que je me rappelle un jour j'avais tellement de pression et je voulais juste appeler des potes pour parler de ça, et je savais même plus qui appeler. Parce qu'en fait, tellement t'es pris dans le truc qu'en fait, en plus, tu négliges tout ce qui est à côté et tu penses que ta carrière, que tourner, en fait, et tu t'éloignes de tout le monde. Et en plus, c'est le moment où il faut y penser. Et c'est le moment, donc en fait, tu te retrouves après à être un peu isolé finalement et dans un rythme où tu vois, en fait, tu as l'impression que c'est normal de jouer autant et d'être aussi fatigué, mais ça ne l'est pas. Donc en fait, moi, il y a un moment, je me rappelle une année, j'ai commencé à dire à l'équipe, moi, il faut que je lève un peu le pied, je peux pas enchaîner autant de dates, ça me remplit pas. Moi, il faut que je joue et que je kiffe. Si je kiffe pas, je préfère pas faire. Donc je préfère avoir un rythme plus sain, genre de 3 dates semaine max, ça me paraît déjà assez bien. Après, ça dépend, quand tu pars en tournée aux États-Unis, bon bah là, tu joues le maximum parce que tu vas pas tout le temps et que ça coûte énormément d'argent en plus d'y aller, donc voilà, tu peux pas non plus traîner trop. Chaque nuitée que tu restes, ça coûte, donc tu cherches à jouer le plus possible. Mais bon, je ferai jamais des tournées d'un mois, par exemple, ça sera pas mon truc. Moi, je préfère faire une semaine, 2 semaines max, et après je rentre. Est-ce que, donc on parle du décès d'Avicii qui a beaucoup fait parler, est-ce que toi, ça a eu un impact sur ta vision du milieu ou sur ton quotidien ? Je te demande pas. Moi, c'était vraiment. Je crois que le premier bootleg que j'ai fait de ma vie, c'était parce que j'étais un fan d'Avicii, vraiment. J'allais sur les forums et tout pour essayer de lui parler à l'époque et tout. Sur Joachim Garraud, il y avait des forums. J'étais vraiment accro. Donc, et j'avais eu la chance en 2015 d'ouvrir 2 fois pour lui. Ah ouais, gros rêve quoi. Ouais, c'était incroyable. Et du coup, moi je me disais, je vais le voir, ça va être énorme. Tu vois. Mais en fait, même pas, c'était déjà une époque où je me rappelle, il jouait, il y avait le van qui était directement en bas et il s'arrêtait même pas quoi. Tu vois, je me dis waouh, son rythme de vie, c'est fou quoi. C'est fou, moi je joue, jamais ça m'est arrivé de partir directement quoi. Ouais.
Donc ça m'avait marqué, ça m'avait fortement marqué quand même, de voir de ça. Et après, ouais, après on le voit bien, mais je pense que quand même les jeunes arrivent quand même à mieux gérer cette pression du début. Parce que tous les mecs qui arrivent, comme tous les nouveaux DJ qui font des tubes en ce moment et qui se préparent sur des gros tournées, des Français ou quoi, je leur parle et ça a l'air de bien aller. Donc je pense que tout le monde a quand même s'est mis dans les risques et fait attention. Alors, Je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, je sais que David Guetta, par exemple, lui, il a un mode de vie très sain, ouais, sport, il boit pas, et voilà. ouais, Euh, et du coup, c'est vrai que peut-être que ça a aussi impacté les nouveaux qui arrivent, parce que quand on voit que là, il est 2 fois de suite encore meilleur DJ du monde, bon, d'après un c'est magazine, clair. voilà, Ouais. mais Mais ça, c'est clair qu'il n'y a pas de secret. En vrai, tous les mecs un peu vieux de la vieille qui sont là depuis des années, sont tous quand même un rythme de vie assez sain. Quand je vois Bob Sinclair, c'est pareil, il boit pas. Et, mais de toute façon, c'est clair, hein, si tu bois fortement, c'est compliqué. C'est compliqué. ouais. En vrai, moi, j'ai souvent besoin genre, d'un ou deux verres juste avant de jouer, juste pour décontracter et me mettre dans le mood. Enfin, c'est vrai que c'est un peu mon petit rituel. Mais je vais jamais dans les excès. Ça m'arrive rarement parce que, en plus, déjà j'ai commencé, c'était il y a 10 ans. Donc maintenant, 10 ans plus tard, Ouais. boire fortement, c'est plus compliqué. Donc ça m'arrivait plus avant. Maintenant, beaucoup moins quand même. Parce que, sauf si je sais que le lendemain, je joue pas ou c'est la dernière d'une tournée ou un truc dans le genre. Mais sinon, non, je fais attention sur ça quand même. Ouais. Ouais. Mais je suis assez fier de moi d'avoir cette volonté de plus forcément avoir besoin de faire toutes les after-soirées, tout ça, et de savoir dire voilà, t'as fini de jouer, bon, maintenant on rentre. Voilà. Mhm. Le rythme qui est décalé que tu as, parce que forcément, quand tu joues jusque tard, ça laisse quand même place à une vie de famille où c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Moi, j'ai pas de famille, je suis célibataire, donc c'est vrai que. Mais j'y pense, c'est vrai que je me dis quand même le rythme, je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis pas en couple ou quoi, parce que je sais que c'est compliqué de trouver un juste milieu. Et j'arrive même pas, quand j'réfléchis, j'arrive même pas à savoir comment j'arriverai à gérer tout ça. Ouais. Ça me paraît assez compliqué. Donc non, je pense que c'est. Malheureusement, tu dois un peu mettre ça de côté. Après, il y a plein de DJ. La fois, je voyais Dorian Offenbach. Ouais. Il tourne souvent avec sa copine. Voilà. Et ça marche super bien comme ça. Après, il faut voir. Après, quand tu commences à avoir un enfant, tout ça, là, c'est autre chose. Hein, mais... Ouais, je sais pas. Je pense que ça peut marcher. J'ai pas vraiment d'idée vu que. Bon, pour moi, en Oui, tout t'es cas, de mon pas, t'es pas côté. pressé, mais Ouais, c'est de mon intéressant. côté, ouais. Non, de mon côté, je suis pas pressé, mais bon, quand même, attends, il y a des gars, c'est que moi, quand je rentre à Lille et que je vois mes potes, ils commencent tous à avoir des enfants. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'avoir commencé à mixer très jeune, dans ma tête, je suis pas encore finalement arrivé peut-être aussi vite à maturité sur ce sujet-là avec eux. Alors, eux, pour eux, c'est naturel, moi, ça serait quand même. Je me sens pas encore prêt à me poser autant. Ouais. T'as fait pas mal de déplacements, t'as voyagé dans le monde entier. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a particulièrement plu, ou est-ce que il y a un endroit où tu te verrais vivre sur du long terme, ou alors pas forcément, on est bien chez soi et Euh, Compliqué, hein. Moi, j'adore les États-Unis. Au début, quand j'avais commencé à tourner fort aux États-Unis, je me rappelle, je voulais aller à Los Angeles, c'était vraiment mon objectif. J'étais à fou, j'habite là-bas. Après que le temps, j'ai un peu mûri ma décision. Et le problème, c'est que je suis assez casanier comme un son. Donc quand je rentre chez moi, c'est vrai qu'après, je suis quand même assez bien dans mon confort. Mais justement, là, c'est le challenge que j'ai envie de me donner maintenant. Sur l'année à venir, c'est de partir et aller dans une autre ville. Et c'est tout ce que j'ai. Et peut-être pour retrouver aussi une inspiration différente, rencontrer un nouveau cercle. Et je pense que ça peut aussi apporter énormément dans ma vie professionnelle. Donc en fait, là, je suis en train justement de regarder où est-ce que je pourrais aller habiter. C'est un peu le goal de cette année. Mais ouais, je pense certainement bouger. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est pas là où j'irais, mais c'est vrai que c'est très chouette. C'est juste que c'est une mentalité qui est complètement différente de la nôtre. Et c'est vrai que Los Angeles, c'est bien vraiment quand tu y vas pour 3 jours, mais est-ce que c'est bien pour y vivre? Je sais pas, parce que comme je dis, la façon de penser est tellement différente ouais. que je sais pas. Mais après, franchement, on a fait plein d'endroits super cool.
difficile d'en choisir un. Et surtout de se dire un endroit, là je pourrais y vivre, ça c'est très dur. Mais c'est vrai que on a eu la chance avec Arnold, parce qu'on a toujours voyagé ensemble, de voyager vraiment dans quasiment le monde entier. Ouais, non, c'est vrai, mais souvent les gens se disent il y a mieux ailleurs et tout ça, mais en fait, non, pas forcément. En vrai, en France, on est super bien. J'ai pas forcément envie de bouger. En tout cas, je vais pas bouger très loin de la France. Ouais. Je pense rester en Europe, ça c'est clair. Parce que finalement, on est super bien. L'anecdote la plus folle que t'aies vécue. Alors, ça peut être soit un moment que t'as préféré, un moment embarrassant, ça peut être sur scène, une rencontre. Je pense que t'en as plein, c'est dur là C'est dur, d'en trouver une comme ça, mais une anecdote. soit sur scène, une grosse panne ou. Ah, ça arrive souvent. Ah ouais. Ça arrive souvent. Ouais. Des problèmes sur scène, c'est souvent. C'est pour ça que je peux même pas en ressortir, parce qu'en vrai, c'est un stress, hein, c'est que de savoir si quand on va monter sur scène, tout va bien se passer. Tu gères comment ça? T'es prêt? Ouais, enfin, t'arrives vite, faut être réactif, quoi. Souvent, ça arrive que tu commences, une platine commence à cracher, ça arrive. Hein. Et là, voilà, tu prends le micro et tu t'expliques. Hein, mais c'est vrai qu'il me donne des trucs fous, c'est dur d'en choisir un, en vrai. Une anecdote folle, c'est quand même compliqué. Ouais, j'ai du mal à t'en donner. J'en pense à tout ce qu'on a pu faire. Ouais. Ouais, je pourrais pas. Pas de soucis. Tes futurs projets, c'est quoi? Dans la musique ou. Ouais, je pense que ce sera dans la musique. Pour l'instant, là j'essaie d'avoir un rythme de sortie beaucoup plus régulier, parce qu'il y a des années où j'ai sorti parfois que 2 morceaux dans l'année, et ça c'était pas vraiment acceptable en fait. Il faut vraiment que je sois plus régulier, et c'est important. Surtout que maintenant en plus Spotify il demande, les algorithmes demandent qu'on lui donne à manger, quoi. Donc en fait il faut sortir de façon beaucoup plus régulière. Donc là j'essaie de me donner un rythme de sortir tous les 2 mois, et peut-être entre deux sortir des morceaux club. Ça c'est un truc que je suis pas encore habitué, parce que c'est pas vraiment mon style de musique, morceaux club. Mais ouais, comme je t'ai dit, moi c'est le truc que j'aime dans la musique, j'aime bien explorer, et pourquoi pas commencer à faire des morceaux un peu plus loin de l'univers Klingon de base, mais peut-être que c'est l'évolution normale de ma musique aussi, parce que ma musique aussi mûrit avec le temps, et je pense que mes goûts ne sont plus forcément les goûts que j'avais à 10 ans. Donc et je pense que les gens en plus maintenant moi je me suis toujours dit ouais, mais si je fais ça, que les gens vont se dire ouais, c'est bizarre, ça ressemble pas à du Klingon, mais je pense qu'en fait les gens s'en foutent. Je pense qu'en fait les gens veulent juste de la bonne musique, mais après que ça sonne encore vraiment Klingon dans le son, je pense que ça les gens s'en foutent. Ça c'est une pression que je me mets tout le temps, mais je pense que les gens ils veulent juste. Je pense que si un morceau est bon, c'est juste ça qui est important dans l'histoire. Après c'est sûr que moi j'adorerais avoir. Mais c'est très difficile de nos jours d'avoir un profil de. Toutes tes musiques elles sont cohérentes, elles sont toutes dans un même style, et que tu as fait toute ta carrière avec. Genre tu vois, comme un Par of Stellar, tu vois, qui a une discographie qui a que du sens, tu vois. Mais dans les DJ c'est plus compliqué, parce qu'on doit quand même suivre les tendances de ce qui se passe, on est quand même obligé. Donc le son évolue tellement vite. Et en même temps, faut pas faire la même chose. Et ça va pas faire la même chose. Dur. Donc en fait, le truc c'est vraiment de prendre ton son d'origine et le mixer avec ce qui se fait en fait de nos jours, quoi. Ouais, mais ça c'est une des choses les plus dures, hein. Je pense que tout le monde a ses remises en question de comment on doit faire évoluer notre musique, quoi. C'est ça le plus difficile. T'es heureux en ce moment? Ouais, je suis heureux parce que j'ai beaucoup de temps aussi pour moi en ce moment. Donc, souvent le début d'année, c'est là où on a pas mal de temps. J'ai une vie assez équilibrée. Maintenant j'ai des routines, ça c'est vrai que c'est des trucs qu'on n'a pas quand on est en tant que DJ, c'est vrai que c'est hyper important, hein, juste bien dormir, c'est hyper important, et c'est vrai que quand on est en tournée, on n'a plus trop ça. Donc comme je dis, c'est toute une question de balance, mais là je suis bien, ouais, plein de projets, donc c'est ce qui me fait plaisir. Je vais terminer par une question que j'ai envie de poser à tous les prochains invités. Ton plus grand rêve? Non, en vrai, mon plus grand rêve, c'est pas grand chose, mais c'est grand chose qu'à la fin. En fait, ça va juste pour moi, c'est juste de refaire un morceau qui est de la trempe de Joubel. Un morceau qui touche autant les gens que ce que ça a pu toucher. C'est ça, moi, mon objectif. Pour l'instant, je vois rien d'autre, je cherche pas à me faire des plans autres que ça, c'est vraiment
faire un autre morceau qui touche les gens. Je me rappelle, grâce à ce morceau, j'ai mixé pour des gens pour leur mariage, tout ça, genre des trucs complètement fous parce que ce morceau a marqué des moments de leur vie. Pour moi, c'est ça le but pour moi, c'est ça mon but quand je fais de la musique. Donc c'est pour ça que j'aime bien encore faire de la musique, pas trop club et faire des musiques un peu entre deux. Bien sûr que c'est là où tu peux retranscrire plus d'émotions. Mais ouais, non, je pense que ça serait ça mon but. Ok. Ouais, pas facile. Pas facile. Est-ce que tu as des recommandations à faire ? Ça peut être musique ou autre, hein. Ça peut être un documentaire que tu as vu, qui t'a marqué, un livre, peu importe, un film. Non, en tout cas, si on reste dans le thème de la musique, c'est vrai que moi je suis très inspiré par ce que fait Fred Again en ce moment. Ok. Je trouve ça très fort. Là, il faisait un set à Coachella où ils mixent tout le temps ensemble. Il y a lui, Skrillex et Fortet. Et ils ont un set où c'est trois mecs qui font de la musique complètement différente à la base. Et ils font un set et tout marche bien, tout a du sens. Et je trouve que la musique de Fred Again spécifiquement, elle est vraiment pleine de sens, quoi. Genre, je trouve que le choix des sons, à chaque fois ça me transporte. Je trouve que en fait, c'est tellement brut et raw, tu vois, c'est ce que je te reparlais tout à l'heure quand j'ai fait à l'époque Joubel, où vraiment tu sens que les morceaux sont pas là pour être des tubes, mais Fred Again, il cartonne tout, quoi. Et pourtant les morceaux, c'est pas où t'as pendant tout le morceau un vocal qui chante, non, c'est juste des petits morceaux de phrases par-ci par-là, c'est beaucoup d'instrumental quand même, et au final ça cartonne. Donc moi c'est ça qui m'inspire, et je me dis et qui me donne des idées sur comment je veux faire évoluer ma musique sur le long terme. Donc ouais, dans Fred Again, en plus il a aussi une Boiler Room de lui qui est incroyable, et il a aussi été interviewé par Zane Lowe, un truc dans le genre, le mec qui fait les podcasts sur Apple Music, et on voit son interview et tu vois que le mec c'est un énorme passionné qui voit le son d'une manière limite comme une peinture, quoi, tu vois, genre il est comme si c'est de l'art, hein. Pour lui, ouais, il le voit vraiment d'une manière que quand j'ai écouté ça, ça m'a vraiment marqué. Je trouve ça vraiment, ça va être comme ça qu'on devrait voir la musique, quoi. Ok, très bien. Moi, si je peux te donner une recommandation, je sais pas si tu connais, c'est DJ Artro sur Instagram. Artro ? Non. C'est un Suédois d'ailleurs. Ouais. Et en fait, alors je sais pas s'il est paraplégique, en tout cas, il se sert plus de ses membres, et il fait du coup, il mixe avec sa langue. Ah ouais. Et c'est assez fou à regarder, du coup, voilà, c'est sur Instagram, tu verras, je t'enverrai, mais... Un Suédois ? Ouais. Il mixe quel genre ? Alors là tu me poses une question, mais tu regarderas, c'est assez impressionnant à regarder, parce que vraiment il fait tout avec sa langue, avec sa tablette, et puis il y a son clavier aussi. C'est vrai qu'il y a souvent des mecs comme ça hyper aspirants, c'est vrai qui ont par exemple qui ont une motricité qui n'est plus fonctionnelle, et qui arrivent à faire des trucs fous pour contrer ça, quoi. Ouais, non, c'est la fois je voyais aussi une fille, elle peignait, et que ses pieds, genre elle arrive à faire 4 peintures en même temps. Mais comment c'est possible, comme les gens peuvent faire des trucs de fou, hein, quand tu t'entraînes, tu peux vraiment tout faire avec le corps humain, c'est incroyable. Ouais. Il y a Pon aussi qui est français, qui compose avec ses yeux. Il a même écrit un livre comme ça, c'est dingue. Un livre de recettes, parce qu'avant son accident, il adorait la cuisine. Il a écrit un livre de recettes avec ses yeux sur son lit d'hôpital, c'est dingue. Et du coup, il compose comme ça. Ça c'est fou. Non, ça force plus le respect, ce genre de part. C'est fou. Ouais. Mais c'est bien que tu mettes en lumière ce genre de personnes. Merci Cédric. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. Sans trop savoir en plus, parce que c'est le premier épisode, donc merci de m'avoir fait confiance. Ça s'est bien passé. Ouais, j'espère. Ouais, en tout cas, c'est bien passé de mon côté. Cool. Merci. Merci à vous.